Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle formule des mercredis découvertes. Je me présente, Sarah Maranda-Gauvin, coordonnatrice des projets éphémères du Campus 1000. Alors, je suis ici ce soir pour vous introduire notre conférencier et pour partager vos questions. Donc, dans le chat, c'est vraiment important d'écrire vos commentaires, vos questions, puis on va tout faire pour y répondre. Donc, les mercredis découvertes, cette saison, c'est en ligne. En fait, le site des projets éphémères, pour l'instant, n'est ouvert que pour les jardiniers et les apiculteurs, étant donné la crise sanitaire. Mais lorsqu'il sera à nouveau réouvert, nous soulignerons l'ouverture avec vous. Donc, je souhaite prendre le temps de reconnaître que les projets éphémères sont situés sur le site de l'Université de Montréal, lequel est situé là où, bien avant l'établissement des Français, différents peuples autochtones ont interagi les uns avec les autres. Nous souhaitons rendre hommage à ces peuples autochtones, à leurs descendants, ainsi qu'à l'esprit de fraternité qui a précédé à la signature en 1701 de la Grande Paix de Montréal, traité de paix fondateur, de rapport pacifique durable entre la France, ses alliés autochtones et la Confédération Haudenosaunee. L'esprit de fraternité à l'origine de ce traité est un modèle pour notre communauté universitaire. Donc, en fait, au projet éphémère, je ne sais pas si vous savez, mais nous, on a une prairie mellifère qui a reçu la certification Oasis pour les monarques. C'est grâce à notre partenaire Miel Montréal qui a planté cette prairie mellifère et qui a aussi planté de l'asclépiade. Et c'est grâce à la présence de l'asclépiade que le jardin a été reconnu Oasis pour les monarques, car ça en fait un site de reproduction. Donc, sans plus attendre, je vous présente Alessandro Dieni. Bonsoir, Alessandro. Bonsoir, Sarah. Alessandro est détenteur d'un baccalauréat en écologie de l'Université Sherbrooke et d'une maîtrise en biologie de l'Université de Montréal. Son projet de recherche s'intéressait à la génétique des populations d'une chrysomèle qui est arrivée à Montréal au 20e siècle. Puis par la suite, il a œuvré dans la recherche en agronomie pour limiter l'usage des pesticides. Donc, c'est dans sa lignée d'intérêt au niveau des insectes que Alessandro nous parle ce soir, car il est maintenant coordonnateur de Mission Monarque, un programme de sciences participatives en collaboration avec l'Insectarium de Montréal. Alors, je vous rappelle de ne pas hésiter à écrire vos commentaires et vos questions dans le chat. Et Alessandro, je te laisse la parole. Merci. Donc, merci beaucoup. Comme Sarah l'a bien présenté, je suis le coordonnateur du programme Mission Monarque à l'Insectarium de Montréal, à Espace pour la vie. Donc, je vais vous présenter un petit peu. Attendez-moi une petite seconde pour bien faire ça. Je vais vous présenter le déroulement de la présentation d'aujourd'hui. Je vais vous parler du programme Mission Monarque pour commencer, mais bien certainement aussi de son côté sciences participatives. C'est un peu ça qui avait été discuté avec Sarah. Il y a un intérêt, je crois, dans la communauté par rapport à tout ce qui est sciences participatives. Le programme Mission Monarque en est un. Donc, je vais aborder ce sujet-là, donc sa genèse aussi, avec vous dans la première partie. Ensuite, je vais plus vous parler du monarque en général, là, plein de choses par rapport à sa biologie, sa population, son déclin, comme vous allez sûrement vous en douter, c'est une population qui va plus ou moins bien, d'où le programme. Donc, on va aborder ça plus dans le deuxième point. Et finalement, je vais passer un petit peu de temps avec vous pour vous expliquer comment participer activement au programme Mission Monarque. Donc, en tout, là, les 3 blocs, ça va être des blocs d'à peu près une vingtaine de minutes, peut-être un petit peu moins. Et entre ceux-là, il va y avoir du temps pour des questions. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans vos commentaires. Donc, maintenant, pour vous parler un petit peu du programme, je vais commencer à parler de la vedette, là, le papillon monarque, qui est un insecte vraiment fascinant, très charismatique, que beaucoup de personnes connaissent et qui attire vraiment l'intérêt des scientifiques, comme les citoyens et citoyennes en général, les personnes assez grand public. D'une part, son apparence est merveilleuse, mais non seulement ça, c'est aussi un insecte fascinant de par son comportement. Comme vous voyez là à la photo que je vous présente ici, ça, c'est des monarques qui ont fait le voyage là, du Canada et des États-Unis pour aller hiverner au centre du Mexique dans des forêts en altitude dans les montagnes. Et là, c'est des millions de monarques qui se rassemblent pour passer l'hiver et ça fait un spectacle assez incroyable sur les arbres de ces forêts-là. Et c'est aussi à ce moment-là qui, depuis les années 1990, on a commencé à faire un suivi de population du monarque.
lorsqu'ils se rassemblent tous là, sur ces arbres-là, c'est assez facile pour les biologistes au Mexique d'estimer la superficie en hectares qui est occupée par ce papillon-là dans ces forêts situées au Mexique. Et c'est ça, avec le nombre d'hectares occupés, on est capable d'estimer la taille de la population. Donc, depuis le début des années 90, ça allait assez bien. Mais au milieu des années 90, c'était vraiment le summum de la population. Par la suite, malheureusement, on a observé une chute assez importante de la population qui a atteint un point extrêmement bas en 2013, là, avec moins d'1 hectare de forêt occupée par les papillons monarques. Ça représente là, une diminution de plus de 80% de la population du monarque en moins de 20 ans. Donc, c'est quelque chose qui a attiré énormément notre attention parce que non seulement c'est un insecte fascinant, mais ça fait de lui aussi un insecte qui est menacé. Nous, on est chanceux. Au Canada, son statut a évolué comme partout ailleurs, mais nous, au Canada, on a un comité d'experts qui est vraiment incroyable, qui est la COSEPAC, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. C'est un comité qui est indépendant, qui agit auprès du ministère fédéral là, d'Environnement et de Changement climatique au Canada et qui se réunit 2 fois par année pour discuter des situations des espèces qui sont menacées au Canada. Donc, pour la première fois en 1997, le monarque a été désigné comme espèce préoccupante par la COSEPAC en raison des diminutions mesurées de sa population. Le Canada lui-même, en 2004, a ajouté cette espèce-là à sa liste des espèces en péril. Il y a eu des réévaluations de statut plusieurs fois au cours du temps, mais en 2016, la COSEPAC a désigné pour la première fois le papillon monarque comme étant une espèce en voie de disparition. Donc, son statut, lui, n'a pas changé au Canada, mais les experts scientifiques qui se sont penchés sur la question ont vu que la diminution était assez importante et que des menaces importantes pèsent sur les populations au point de leur donner un nouveau statut. Maintenant, après tous ces constats-là, que pouvons-nous faire pour aider le papillon monarque? Eh bien, le Canada, lui, s'est engagé à protéger les aires de reproduction du papillon pour maximiser son succès reproducteur. Je vais vous en parler un petit peu plus loin. C'est vraiment au Canada et dans le nord des États-Unis que le papillon va se reproduire pendant l'été et le Canada a voulu protéger ces endroits-là. Toutefois, en voulant bien faire, les Canadiens et le gouvernement canadien ont aussi constaté qu'on avait des connaissances scientifiques assez limitées sur ces endroits-là au Canada. Donc, des connaissances insuffisantes pour élaborer des plans de conservation qui pouvaient être à la hauteur de la protection qu'on devait amener pour le monarque. Et donc, c'est là que finalement, Mission Monarque est née et que le volet programme, excusez-moi, le volet sciences participatives est né finalement. On s'est dit, bon, il y a un gros problème, il y a un grand territoire à couvrir, le Canada, c'est immense, on n'a aucune donnée, donc accumuler tout ce qu'il faut pour élaborer des plans de conservation, ça va être extrêmement long. Et là, on s'est dit, ben, on pourra avoir une approche différente, on va pouvoir travailler avec des citoyens pour pouvoir accumuler un nombre de données assez important pour pouvoir, par la suite, aider le papillon. Donc là, moi, je vais vous présenter un peu ce qui se fait au Canada. Sachez qu'il y a des programmes de sciences participatives qui existent aussi aux États-Unis pour le monarque depuis longtemps. Mais là, moi, je vais faire un petit tour sur ce qu'on observe un petit peu plus, nous, au Canada. Mais avant, lorsqu'on vous parle de sciences participatives, juste mettre ça au clair de quoi on veut parler, c'est lorsque des non-scientifiques, donc des citoyens qui ne sont pas des professionnels, qui ne sont pas formés en sciences, vont contribuer activement en tant que bénévole à des projets de recherche. Donc, c'est pas des petits projets qui ont moins de valeur ou c'est pas parce qu'on n'est pas capable d'avoir des scientifiques qu'on va faire appel à la science participative. C'est le vrai projet de recherche auquel les citoyens vont pouvoir et les citoyennes vont pouvoir participer par la suite. Maintenant, je vous ai dit que j'allais vous donner des exemples. Peut-être que certains d'entre vous connaissez déjà iNaturalist, iNaturalist en français. C'est un bel exemple de science participative, un qui est extrêmement populaire. Ça a été lancé par National Geographic et la California Academy of Science. C'est un programme axé sur la biodiversité, la connaissance de la biodiversité, la documentation de la biodiversité. Très orienté vers la photo, vous pouvez prendre des images d'insectes, d'animaux, de plantes, de tout ce que vous observez qui est vivant et de le partager sur iNaturalist. Donc ça, c'est un exemple de forme de science participative qu'on peut avoir. Deux autres qu'on a qui sont assez populaires au Canada, en Amérique du Nord, eh bien, c'est eBird et comme vous le voyez à côté, là, EB, c'est eButterfly. C'est
des programmes relativement similaires, axés sur la biodiversité, donc on cible pas une espèce en particulier, mais on va avoir des protocoles d'observation un petit peu plus élaborés. Donc, avec iNaturalist, on prend des photos, on l'envoie, c'est partagé avec la communauté qui gravitent avec iNaturalist. eBird et eButterfly sont deux programmes qui, eux, vont demander quand même des informations par rapport à la prise de données. Donc, combien de temps vous avez parcouru en marchant, quelle distance vous avez parcouru aussi pour faire vos observations, c'était quoi le temps, la durée de vos observations. Donc, un protocole un petit peu plus élaboré. Maintenant, il y a aussi Mission Monarch qui a vu le jour tout récemment depuis 2017. Mission Monarch, c'est quoi? Ben là, c'est un protocole encore plus élaboré que eBird et eButterfly. C'est concentré sur une seule espèce. À vrai dire, vous allez comprendre que c'est sur deux espèces. On s'intéresse à l'asclépiade et au monarque, donc la plante hôte du monarque et le monarque lui-même. Et on demande des informations un petit peu plus poussées pour avoir des données plus probantes et être capable de faire des analyses un petit peu plus poussées avec les données qu'on partage. Donc, je vous expliquer un peu les différents programmes de sciences participatives qu'on peut avoir de façon générale. Il en existe une foule d'autres. Ça a vraiment explosé depuis plusieurs années. J'aurais pu passer 1 heure juste à vous parler des différents programmes. Sachez qu'ils sont tous différents, mais sont pas moins importants les uns que les autres. C'est pas parce que iNaturalist, par exemple, a un protocole plus simple qui est moins pertinent que Mission Monarch. Chacun a des valeurs qui sont très importantes parce qu'ils ont des objectifs différents. C'est juste ça que je voulais vous présenter par rapport à ça. Donc, comme je l'ai expliqué, pour Mission Monarch, on a un protocole un peu plus élaboré. Donc, le volet éducation et la sensibilisation va être quelque chose d'important et de primordial pour nous à Mission Monarch et avec moi, le coordonnateur. Donc, ce qu'on offre finalement au public, c'est un site web avec une foule d'outils bien détaillés pour que les personnes qui s'intéressent à participer au projet puissent se renseigner sur le site et réaliser toutes les étapes pour le compléter sans avoir nécessairement une formation et tout. Mais malgré tout, on offre des formations comme je fais aujourd'hui et comme je fais à d'autres moments, que ce soit des formations pour le grand public, ça peut être tout simplement la forme d'un kiosque l'été à l'extérieur. Bon, c'est certain, cette année, avec le contexte dans lequel on vit, c'est pas possible pour moi de le faire, mais dans les années passées, le coordonnateur qui était là avant moi était là présent l'été. On pouvait tout simplement parler avec les personnes, parler du monarque, expliquer le programme. Il y a aussi des activités pour les écoles. Donc, je ne sais pas s'il y a des enseignants et des enseignantes qui sont présents aujourd'hui, qui enseignent au primaire, plus précisément 3e, 4e et 6e année du primaire. Eh bien, on a une trousse pédagogique qu'on offre sur notre site web, bien complète, qu'on peut intégrer dans les cours. Et nous, on offre aussi une formation pour les enseignants pour qu'ils puissent accompagner les élèves à bien réaliser le programme, partager les données, mais aussi se sensibiliser par rapport au monarque et à sa conservation. Et finalement, on fait aussi des formations d'agents multiplicateurs. C'est un peu ça que je fais aujourd'hui avec vous. Là. Vous allez devenir, là, au courant de la formation, de la présentation que je vous donne, là, des experts, ce qu'on appelle des chefs de mission. Et ces agents-là, ce qu'on veut faire avec eux, c'est qu'on leur donne une foule d'informations et eux, par la suite, peuvent à leur tour sensibiliser des citoyens dans leur communauté, réaliser des missions, faire la promotion du programme et aussi potentiellement former d'autres personnes. Donc, je vous avais parlé des différents outils qu'on a. Le site Internet, là, c'est mission-monarque.org. Vous pouvez y aller. Sur ce site-là, il y a une foule d'onglets différents. On va vous parler du monarque, on va vous parler de l'asclépiade, comment bien reconnaître ces différentes espèces-là, comment bien réaliser la mission. On peut aussi télécharger la trousse, comme je vous ai dit. On peut consulter les données que les autres personnes ont partagées. Il y a de l'information aussi sur des blogs. Bref, une foule d'outils que les personnes peuvent aller chercher pour participer au programme. Et là, je vous parle des étapes. Dans le 3e bloc, je vais vous parler en détail plus de ces étapes-là, mais sachez qu'une mission monarque, comme on aime le dire, là, une observation de monarque et d'asclépiade, ça se résume en 4 étapes. Pour le programme, ce qu'on veut faire, tout simplement, c'est de trouver l'asclépiade en premier. Après ça, une fois qu'on a trouvé un plan d'asclépiade, ce qu'on veut faire, c'est vérifier s'il y a la présence de monarques sur ces plans-là. Pas seulement les papillons, on veut regarder s'il y a des œufs, s'il y a des chenilles ou même des chrysalides. Et par la suite, on va noter ces observations-là pour finalement, à la 4e étape, les transcrire et les partager sur notre site web. Une fois qu'on a complété ces 4 étapes-là, eh bien, on a participé à une mission monarque et on a contribué à augmenter la connaissance scientifique qu'on a par rapport aux monarques ici même au Canada. Donc, c'est pas plus compliqué que ça.
Mission Monarque, c'est un programme de sciences participatives assez simple, assez amusant. On peut facilement s'initier à un programme de la sorte avec ce programme-ci. Et vous avez une foule d'outils pour vous sentir bien, vous sentir expert et pour être valorisé à travers cette activité-là. Donc, aussi, pour terminer, sachez que parfois, là, je vais vous faire la présentation, elle va être disponible en ligne aussi par la suite. Il y a toujours une question comme Ah, je sais pas si j'ai les outils nécessaires pour bien réaliser ou j'ai oublié certaines informations, je sais pas comment m'y prendre sans le vidéo. Ben, sachez que sur le site web, il y a une trousse de missions qui est disponible, que vous pouvez télécharger avec une foule de fiches d'identification, que ce soit du monarque, des asclépiades, des espèces qui peuvent ressembler aux monarques ou même des autres espèces qu'on peut retrouver sur l'asclépiade elle-même, en plus d'un formulaire d'observation pour bien savoir quelles données vous devez prendre en réalisant l'activité. Donc, en expliquant tout ça, ça fait déjà la fin du premier bloc. Je vous ai expliqué pourquoi le programme existe, en quoi il se compare à d'autres programmes de sciences participatives. Alors là, on va faire une première pause pour prendre quelques questions, si vous en avez. Donc, je donne la parole à Sarah. Oui, c'est ça, Alessandro. On a une première question. On se demande, puisqu'il y a un champ d'asclépiades aux espaces éphémères près du campus 1000, comment se fait-il qu'on en voit peu dans le secteur? En fait, celui qui pose la question habite pas loin. Et y a-t-il une période plus propice pour en voir au niveau des mois de l'été? C'est une très bonne question. C'est un point que je vais aborder un petit peu plus dans la deuxième section en vous parlant du cycle annuel du monarque. En effet, le monarque n'est pas présent toute l'année ici à nos latitudes. Ils arrivent généralement à la fin mai, au début juin. Étrangement, à cette période-ci de l'année, les années passées, on voyait beaucoup plus de papillons monarques et même de chenilles. En parlant avec certains collègues, là, des Américains, mais aussi d'autres Canadiens, on remarque que cette année, les papillons semblent avoir emprunté des corridors de migration un peu différents par rapport aux années dernières. Donc, on a vu des papillons dans le bas du fleuve bien avant qu'on a vu des papillons ici à Montréal, ce qui est assez absurde en fait, mais c'est super intéressant parce qu'un programme comme Mission Monarque nous permet vraiment de documenter ça et de comprendre peut-être à la fin de la saison qu'est-ce qui peut avoir expliqué ça. Donc, oui, c'est dommage pour l'instant. Les personnes pensent qu'il n'y a pas de monarque, mais c'est pas le cas. C'est juste qu'ils arrivent un petit peu plus tard. Et de plus en plus que je valide les données des participants et des participantes, je vois qu'il commence à avoir plus d'observations à Montréal. Donc, il devrait y avoir des chenilles bientôt sur les plans d'asclépiades. Il faut demeurer patient. Puis, au niveau de la période la plus propice pour en voir? Oui. La période la plus propice, donc, je vais parler un petit peu plus tard aussi du Blitz international du suivi du monarque. C'est une activité qui est trinationale. Ça se passe en même temps au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Ça se passe du 24 juillet au 2 août. Et ça, généralement, c'est la période chaude pour le monarque. Donc, à la fin juillet, début août, c'est là où on observe normalement l'ensemble des stades à nos latitudes. Donc, c'était normal, c'est au début de la saison, vous en voyez un peu moins. Là, ça commence ce vendredi. Donc, à partir de la fin juillet, début août, là, vous devriez voir beaucoup plus de monarques, en effet. Moi, j'ai une question. Les jardins au projet éphémère, on a la chance d'être voisins des jardins de Miel Montréal. Donc, il y a le vent qui propage l'asclépiade un peu partout. Mais si jamais on voulait en planter en plus grande quantité, est-ce que vous vendez des graines d'asclépiade? Bon, le programme Mission Monarque, lui, ne vend pas de graines d'asclépiade. Sachez que maintenant, c'est possible d'en trouver à différents endroits. Je sais que notre partenaire, la Fondation David Suzuki, qui pendant un certain temps en vendait sur leur site web. Il y a parfois d'autres organismes même qui en donnent, mais il y a plein de quincailleries ou même des jardins horticoles qui maintenant font la vente de semences d'asclépiade. Donc, il est possible d'en acheter et d'en planter. Sachez aussi qu'il est possible d'en récolter aussi vers la fin de la saison, là, quand on arrive vers fin septembre, même début octobre, là, les fruits de l'asclépiade que je vais vous montrer dans la deuxième section, ils vont commencer à s'ouvrir. Vous pouvez récolter les graines et vous pouvez ensuite les conserver pour éventuellement les planter l'année même ou l'année suivante. Donc, ça, l'asclépiade, il y en a un petit peu partout en ville. À Montréal, on est chanceux pour ça. On a des terrains propices à ça. Donc, on peut utiliser ces semences-là. Ah, super. On a une autre question. À qui s'adresse le programme Mission Monarque? C'est une très bonne question. Ça s'adresse à tout le monde, en fait. Tout le monde qui peut réaliser des observations de monarque, ce qui est plutôt simple parce que le monarque est assez facile à observer, ses chenilles aussi. Donc,
Nous, on a des trousses pédagogiques destinées à former des enfants au primaire à faire des observations. Donc, n'importe qui, dès le primaire, jusqu'à temps que vous êtes capable d'aller à l'extérieur, faire des observations et bien sûr d'aller sur Internet pour les partager, tout le monde peut participer. Et c'est pas, comment je pourrais dire, c'est pas bébé pour autant. Certains pensent que mais c'est destiné aux enfants, c'est moins pertinent pour les adultes. Il y a des personnes là, que je vois faire des expéditions dans des milieux naturels pour faire des observations d'asclépiades en milieu un peu plus sauvage. Donc ça s'adresse à tout le monde, puis tout le monde peut participer de la façon qu'ils veulent. Tout simplement juste regarder l'asclépiade et partager ce qu'on voit. Vous le faites de la façon que vous voulez en suivant notre protocole et ça va être pour vous. Merci. En fait, on pourrait possiblement, s'il n'y a pas d'autres questions, passer au deuxième bloc. Donc, Alessandro, je t'invite à nous parler plus en profondeur du monarque. Oui. Normalement, ça, c'est la section où on est un peu plus content d'assister. On va avoir... je vais juste faire avancer ma deuxième diapo. On va parler du monarque. Donc, le monarque et de sa plante l'asclépiade. Donc, beaucoup de belles photos. Là, c'est le moment d'être attentif. Donc, pour commencer, là, en parlant du monarque, on veut peut-être savoir où il se trouve. Eh bien, le monarque est une espèce indigène en Amérique du Nord, ce qui veut dire qu'il se retrouve naturellement ici. Toutefois, il ne se retrouve pas qu'en Amérique du Nord. Comme vous le voyez à la carte ici, c'est avec le programme iNaturalist qui documente des observations un petit peu partout, en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans plusieurs îles du Pacifique aussi. On les observe aussi dans le nord de l'Afrique et dans l'ouest de l'Europe. Donc, il a été colonisé certains endroits, probablement en raison de l'humain qui l'aurait amené là-bas. C'est une espèce qui se lève assez facilement. Donc, possiblement qu'il a été amené et qu'ils ont été relâchés par la suite, mais ils ont été capables de faire leur cycle de vie sur des asclépiades de ces régions-là. Toutefois, dans le cadre du programme et par rapport à nous, ce qui nous intéresse ici au Québec et au Canada, on s'attend plus aux populations indigènes en Amérique du Nord. Ici, en Amérique du Nord, il y a deux populations différentes que je vous présente. Encerclée de bleu, c'est la population de l'Ouest, et encerclée de rouge, c'est la population de l'Est. Comme vous voyez, il y a des points qui sont plus denses dans ces deux secteurs-là. Eh bien, sans grande surprise, les rocheuses de l'Ouest créent une séparation, une barrière naturelle entre ces populations-là. Donc, les corridors de migration pour ces deux populations-là sont un peu différents. Dans l'Ouest, on migre de la Colombie-Britannique jusqu'à la côte californienne. C'est ça le va-et-vient qui se fait de façon annuelle. À l'est des Rocheuses, de notre côté, eh bien, ce qu'on voit, c'est une migration un petit peu plus importante que je vais détailler tantôt, donc du sud du Canada, du Québec, jusqu'au centre du Mexique. Donc ça, c'est les deux populations que dont j'aborde un peu plus. Plus spécifiquement, je vais aborder même le cas de la population de l'Est, donc la population des papillons qu'on croise ici même au Québec. Donc, on parle du monarque. Sachez qu'ils ont un cycle de vie particulier. C'est un insecte avec une métamorphose complète, ce qui veut dire que le monarque est très différent à chaque étape de vie. On connaît très bien le papillon, mais je vais aussi vous parler des autres stades du monarque. Donc, il y en a 4 en tout. Ça commence par un œuf, comme tous les insectes, là, comme on voit ici à l'écran. Ensuite, de l'œuf, il va y avoir des chenilles. C'est 4 stades de chenilles. Les chenilles, comme la plupart des insectes, ils ont des exosquelettes, donc il va y avoir des mues, donc ils vont sortir de leur peau pour grossir à une autre étape et ainsi de suite. Ils font faire ça 4 fois avant d'atteindre le stade de la chrysalide. Et de la chrysalide, il va ensuite émerger des monarques adultes. L'ensemble de ce cycle de vie-là va prendre à peu près 1 mois, tout dépendant de où on se trouve, à quelle latitude et bien sûr la température du moment. Mais en général, ça prend à peu près 1 mois pour le monarque pour compléter ce cycle-là de vie. Ça m'amène donc à vous parler aussi de l'asclépiade, sa plante hôte. Donc, comme je vous dis, pour compléter ce cycle de vie-là, cette plante, elle est essentielle pour le monarque. Les papillons adultes, eux, peuvent aller s'alimenter de nectar de plusieurs espèces de fleurs nectarifères. Donc, eux, ils ne sont pas spécialistes, mais toutefois, leurs chenilles le sont. Donc, les femelles vont pondre des œufs uniquement sur des plants d'asclépiade parce que les chenilles ne peuvent pas se nourrir d'autres choses. Ils sont extrêmement, je peux dire, spécialisés à manger des feuilles d'asclépiade. Je dis des feuilles, mais aussi toutes les structures, que ce soit les fruits ou même les fleurs. Donc, ça m'amène un peu à vous parler quand même de l'asclépiade. Je vais traiter de quelques caractéristiques de cette plante-là.
C'est une plante qui produit un liquide blanc, un liquide laiteux qu'on appelle le latex. En anglais, on le nomme milkweed en raison de ce latex-là, donc milk pour lait. Ça va suinter de la plante lorsqu'il y a des petits dégâts, des petites blessures sur celle-ci, que ce soit à cause d'un insecte qui s'alimente, mais aussi à cause d'un contact physique là, qui aurait créé une brèche dans la cuticule de la plante. Et la particularité de ce latex-là, c'est que lorsqu'il suinte, il est extrêmement liquide, même un petit peu épais, mais au contact de l'air, rapidement, il va se solidifier. Et ça constitue une protection pour la plante, pour empêcher qu'il y ait des micro-organismes qui rentrent dedans, mais aussi pour piéger potentiellement les insectes qui se nourrissent sur cette plante-là. Et bien ça, c'est une caractéristique physique que je viens de vous parler du latex, mais il y a aussi une caractéristique chimique assez intéressante. Ce sont les cardinolides, en fait. Ce sont des substances chimiques, des molécules stéroïdes qu'on retrouve dans le latex de ces plantes-là. Cette molécule-là, elle a un rôle assez particulier. C'est aussi un moyen de défense, mais là, c'est un moyen de défense toxique. Donc, tous les animaux qui vont s'alimenter de cette plante-là vont réagir vont mal réagir au contact de cette molécule-là. Par exemple, dans des champs, ça a déjà été documenté que du bétail, que ce soit des chevaux ou des bœufs, en s'alimentant de plantes d'asclépiades, pouvaient faire des arrêts cardiaques en raison des cardinolides qui sont produits par la plante. Donc, sachez que ça, c'est vraiment lorsqu'on en consomme des très, très grandes quantités. C'est pas dangereux pour l'humain. La seule chose qu'on peut avoir comme réaction, c'est si on est exposé longtemps et souvent à l'asclépiade, on peut faire des petites dermatites, donc des petites réactions cutanées. Mais ça, c'est vraiment observé majoritairement chez des agriculteurs ou des horticulteurs ou même des entomologistes qui travaillent souvent en présence d'asclépiades. Toutefois, les cardinolides, comme je vous dis, c'est toxique pour les animaux, mais certains ont réussi à déjouer cette stratégie-là. C'est le cas du monarque. Les chenilles, eux, non seulement tolèrent les cardinolides, là, cette molécule stéroïde, mais ils réussissent même à emmagasiner cette molécule toxique-là dans leur tissu. Et les adultes aussi vont garder ces molécules toxiques-là et ça va les rendre eux-mêmes toxiques par la suite. Donc ça devient très intéressant pour le monarque parce que c'est un moyen de défense de la plante qu'ils ont réussi à incorporer eux aussi. Donc là, je vous ai pas mis l'image du fameux jet bleu qui, en s'alimentant d'un papillon monarque, régurgite le monarque quelques instants par la suite. Mais c'est ça, les cardinolides sont importants pour la plante de l'asclépiade, mais ils jouent aussi un rôle important pour la protection du monarque. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont des couleurs aussi flamboyantes. C'est en quelque sorte un signal d'alarme qu'ils envoient à leurs potentiels prédateurs. Donc, on va revenir un petit peu à l'asclépiade pour quelques diapositives. Je vous parle de leurs fruits et de leurs semences, de leurs graines. Ça aussi, c'est des traits c'est des caractéristiques très particulières à l'asclépiade. Le fruit est assez bizarre, assez gros, une genre de gousse un peu raboteuse et duveteuse. Et bien certainement, plus tard en saison, cette gousse-là va se fendre et libérer des graines qui sont munies de soie, d'aigrettes soyeuses. En fait, et ces aigrettes-là sont assez propres à l'asclépiade. C'est aussi pour ça qu'on le nomme le soyer d'Amérique. Ces filaments soyeux-là, ces aigrettes-là sont même commercialisées pour l'instant pour tenter de faire des produits hydrophobes isolants. Elles ont des propriétés vraiment fantastiques. Donc là, je vous ai parlé en général des asclépiades. Là, je vais vous parler plus spécifiquement des espèces qu'on retrouve ici au Québec. On a 4 espèces qu'on retrouve au Québec. 2 qui sont relativement communes et 2 qui sont plutôt rares. Je vous présente les plus communes. Sans faire de jeu de mots plate, l'asclépiade commune est l'espèce la plus commune. C'est Asclepias syriaca, c'est elle qu'on retrouve en très grande quantité partout au Canada. C'est elle aussi souvent qu'on retrouve beaucoup dans les villes. C'est une espèce qui aime beaucoup le soleil, les lieux ouverts, les champs, les prairies, et ils sont capables de croître dans des endroits même pauvres, avec des sols relativement mal drainés. Donc, assez commune, l'asclépiade commune. Une autre qu'on observe assez régulièrement, mais qui n'a pas le même comportement, ou du moins, elle se comporte pas de la même façon en population. Elle va pousser de façon un petit peu plus isolée. Et aussi, contrairement aux autres espèces, l'asclépiade incarnate, elle va se trouver dans des milieux humides plus ombragés. Donc, non loin des marais, des rives de lacs et des cours d'eau. Donc, asclépiade commune et asclépiade incarnate, 2 asclépiades qu'on retrouve naturellement ici au Québec de façon relativement fréquente.
Les deux espèces que je vous présente plus rapidement parce qu'ils sont extrêmement rares, c'est l'asclépiade tubéreuse et l'asclépiade très grande. Présente ailleurs au Canada, aux États-Unis, mais très marginale ici au Québec. L'asclépiade tubéreuse, elle est désignée menacée au Québec et l'asclépiade très grande aussi le sera fort probablement bientôt. Pour ces deux espèces-là, pour la tubéreuse, on connaît uniquement 2 sites au Québec où on peut le retrouver. Et pour la très grande, 4 sites en tout au Québec où elle est observée de façon naturelle encore de nos jours. Donc, très, très rare, très peu de chances que vous les rencontrez, mais je voulais quand même vous les présenter. Je dois vous présenter aussi des espèces d'asclépiades tropicales qui ne vivent pas à nos latitudes, ou du moins qui ne survivraient pas naturellement à nos latitudes, mais qu'on retrouve dans nos jardins. Donc, des asclépiades ornementales telles l'asclépiade de Curaçao, qui a des fleurs magnifiques, d'un jaune et d'un rouge éclatant. Et aussi l'arbre à ballon, qui a des fruits plutôt rigolos, là, assez ronds, avec des filaments assez prononcés, qui attirent beaucoup l'œil. Je vous en parle de ces deux-là parce que bien certainement, ils se retrouvent pas en milieu naturel, mais ils se retrouvent dans nos jardins. N'importe qui obtient ces plantes-là dans des pépinières pourrait en planter chez eux et le monarque va pondre sur ces plantes-là d'asclépiades, même s'ils ne sont pas indigènes. Et la chenille va aussi être capable de s'alimenter, donc on peut faire des observations aussi sur ces plants-là. Maintenant, je vous ai parlé du cycle de vie du monarque, comme quoi il fait 4 stades et qu'il a besoin de l'asclépiade pour compléter son cycle. Maintenant, je vous parle du cycle annuel de ce papillon-là. Comme je l'ai présenté en début de présentation, le monarque est un grand migrateur, il parcourt des grandes distances. Pour faire un aller-retour au Mexique, au Québec, sur une année, ça va lui prendre de 4 à 5 générations pour le faire. Donc ici, je vous réencercle les différentes populations. En bleu, comme vous le voyez, c'est la population de l'Ouest, où cette migration-là ne va pas se faire jusqu'au Mexique, c'est vraiment plus sur le long de la côte pacifique qu'il va y avoir des migrations annuelles qui vont se faire. Je ne vais pas trop vous en parler, moi je vais me concentrer davantage sur la très grande migration des monarques qui part du sud du Canada, du Québec, là, pour ce qui nous intéresse et qui va aller jusqu'au Mexique à l'hiver. Maintenant, pour vous aider à mieux comprendre chacune de ces étapes-là, je vais y aller une étape à la fois. On va partir du Mexique. Donc là, on se trouve au Mexique, les papillons se trouvent au Mexique de novembre à mars. C'est là qu'ils vont hiverner. Ils ne peuvent pas hiverner à des endroits où il y a du gel, sinon les papillons vont mourir. Ils ont besoin d'endroits qui est frais, humide, mais pas trop froid non plus. Et ça se trouve dans les montagnes en altitude au centre du Mexique. Donc là, de novembre à mars, ils se trouvent là-bas. Quand mars arrive, ils entament une première migration, une migration printanière. Oh, excusez-moi, je vais passer à l'autre diapositive. Exactement, une migration printanière. C'est ces papillons-là qui ont passé l'hiver, qui vont remonter jusqu'aux États-Unis et le nord du Mexique, s'accoupler et pondre des œufs. Et ça, ils vont répéter cette étape-là 2 à 3 fois durant le printemps pour progresser bien certainement aux États-Unis, mais aussi se rendre potentiellement jusqu'au nord des États-Unis et le sud du Canada. Donc, tout ça, c'est des générations différentes. C'est pas les mêmes papillons. On a un papillon qui part du Mexique, qui va arriver au sud des États-Unis. Il va pondre, le papillon va mourir. Alors ça, le papillon de la génération suivante va remonter encore un petit peu plus haut, s'accoupler avec un autre papillon, la femelle va pondre, et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on atteint le sud du Canada. Donc, ces papillons-là, après ça, ont une durée de vie d'à peu près 1 mois. Ça nous amène finalement à l'été, à l'ère de reproduction estivale. Donc, à peu près à partir de fin mai, début juin, quand le monarque atteint ses altitudes les plus élevées où il peut se reproduire, il va pas continuer à grimper, il va tout simplement s'alimenter des fleurs qu'il retrouve à ces endroits-là, trouver d'autres monarques pour s'accoupler, pondre des œufs. Ils vont faire peut-être 1 à 2 cycles de génération à ces latitudes-là. Et ça constitue leur reproduction estivale. Et ça peut aller à peu près jusqu'à fin août, début septembre. Maintenant, lorsqu'on arrive à la fin de l'été, les derniers papillons qui émergent des chrysalides vont pas continuer à se reproduire comme les papillons des générations précédentes. Ces derniers papillons-là sont particuliers, ils ne sont pas matures sexuellement. Et il y a une raison pour ça, c'est non seulement ils veulent tout simplement pas se reproduire, mais ils veulent surtout garder leur énergie pour entamer une autre grande migration. Comme je vous ai présenté plus tôt, c'était une migration progressive qu'on faisait du Mexique jusqu'au Canada. Mais ces papillons-là qui émergent à la fin de l'été
vers la fin août, le début septembre, eh bien, eux, c'est quelque chose de particulier. C'est 4000 kilomètres qu'ils vont parcourir du nord du Canada jusqu'au Mexique. Et tout ça, c'est une génération de papillons. Donc ça, c'est des papillons qui vont pas vivre un mois comme ces générations précédentes. Ces papillons-là vont vivre jusqu'à 8 mois pour émerger de leur chrysalide, se rendre jusqu'au Mexique, survivre à tout l'hiver au Mexique et se reproduire à l'année suivante, à l'automne, dans le sud des États-Unis. Donc, un phénomène assez impressionnant. Un papillon qui vit pendant 8 mois et qui va parcourir plus de 4000 kilomètres durant sa vie, c'est totalement incroyable. Et comme je vous l'ai présenté plus tôt aussi, ça fait un spectacle incroyable dans les montagnes au centre du Mexique, les montagnes en altitude. C'est vraiment phénoménal comme observation, comme spectacle. Et comme je vous ai présenté, par exemple, plus tôt, c'est l'occasion qu'on a jusqu'à maintenant, c'est les protocoles les plus communs qu'on a pour estimer la taille des populations. On a vu que ça a diminué pas mal depuis les années 1990. Maintenant, je vais vous expliquer un peu plus en détail quelles sont les raisons derrière ce déclin-là. Je vais vous parler de la première, qui est une cause de déclin qui est très propre à nous au Canada et aux États-Unis. C'est l'intensification des pratiques agricoles et de l'intensité du paysage agricole aussi dans nos territoires. De façon naturelle, la plupart des espèces d'asclépiades se trouvent dans des champs, des prairies naturelles. Maintenant, on a transformé ces prairies-là, on a transformé ces prairies-là en champs, souvent en monoculture. Ce que ça fait, c'est qu'on a une plus faible diversité de plantes. On a donc souvent moins d'asclépiades sur le territoire. On a non seulement moins d'asclépiades, on a aussi moins de plantes nectarifères. Donc, même si c'est de l'asclépiade, il n'y a peut-être pas autant de fleurs qu'on le voudrait pour que le monarque puisse s'alimenter et avoir de l'énergie. Et bien certainement aussi toutes les pratiques, que ce soit l'utilisation de pesticides qui vont l'utilisation d'insecticides qui vont affecter directement le monarque, ça a un effet délétère. Non seulement ça, aussi l'utilisation d'herbicides. On va tuer les autres mauvaises herbes qu'on ne veut pas dans nos champs, mais là, ça va avoir un impact sur l'asclépiade. Donc, on a aussi moins de sites de reproduction à nos latitudes. Donc, ça, c'est une des grosses causes du déclin du monarque qui a été observé par la communauté scientifique. Sinon, les deux autres causes, on a les changements climatiques. Vous n'êtes pas sans savoir que les éléments météorologiques un peu plus intenses et extrêmes sont plus fréquents, que ce soit des cyclones et tout ça. Donc, assez facile d'imaginer qu'un pauvre papillon qui tente de regagner le Mexique pour aller hiverner, s'il se fait prendre par un ouragan, il y a très peu de chances qu'il puisse survivre. C'est arrivé, si je ne me trompe pas, en 2016, ça a un effet assez grave sur la taille de la population. Donc ça, c'est très alarmant. Mais non seulement ça, aussi au Mexique, si on a des froids intenses, il est possible que les monarques meurent de froid dans les forêts. Et aussi, si on a des hivers plus chauds au Mexique, les papillons qui sont là pour emmagasiner leur énergie, parce que durant un hiver au Mexique, ils vont pas s'abreuver de nectar comme ils font durant leur migration printanière et automnale et leur période de reproduction. Ils vont juste s'hydrater un peu pour rester en vie. Mais s'il fait très chaud, ils vont brûler leurs réserves et ils ne pourront pas migrer à la venue de l'automne. Donc, comme je vous dis, les changements climatiques, ça perturbe énormément la population des monarques. Finalement, pour rester aussi un petit peu au Mexique, les coupes forestières, là-bas aussi, ça cause des problèmes. Les forêts qui sont ciblées par les monarques pour hiverner, c'est des forêts très particulières. Il y a eu de la coupe et de la coupe même illégale dans ces régions-là. Donc, si on diminue les aires d'hivernage du papillon monarque, on a moins de chances d'avoir de la survie. Ou même, on les réduit pas seulement, parfois, ils sont juste fragmentés, donc de moins bonne qualité. Donc, ça a des effets aussi néfastes sur la population. Donc, c'est ça. Je vous ai parlé un petit peu du monarque, de sa biologie, de sa migration et de qu'est-ce qui cause sa diminution. Donc, si jamais vous avez des questions pour ce bloc-là, n'hésitez pas à me les poser. Merci, Alessandro. Alors, super intéressant. On a une question où y a-t-il des régions du Québec où ils sont plus nombreux? Eh bien, ils sont plus... Au Canada, où on remarque le plus la présence de monarques, avec les données qu'on avait jusqu'à maintenant, c'était beaucoup plus dans l'Ontario et dans le sud du Québec, plus la Montérégie même, je dirais. Ces endroits-là, c'était des corridors de migration et aussi, et c'est pour ça que je mets un bémol sur ce que je vous dis, des endroits relativement bien peuplés. Donc, on a l'impression qu'il y a beaucoup de monarques, mais il y a aussi beaucoup de personnes pour nous dire qu'il y a des monarques. Donc, ça se peut qu'il y en ait aussi à d'autres endroits où il y a moins d'humains pour partager les données. Mais en effet, la Montérégie et l'Ontario, là,
tout ce qui borde les grands lacs, ce sont normalement des zones où on observe beaucoup de monarques, mais ce qui est intéressant, avec des programmes de sciences participatives comme on a des belles surprises sur des populations de monarques. Là, j'ai pas la chance de vous présenter ça, mais quand j'ai commencé à travailler comme coordonnateur, j'ai regardé des cartes de distribution, puis nos voisins américains, ils mettaient à peine des monarques au Canada, comme quoi il y en a seulement à quelques endroits. Et depuis maintenant qu'on documente avec l'aide d'outils comme le nôtre la présence de monarques en Amérique du Nord, on remarque qu'il y en a beaucoup plus au nord qu'on le pensait. L'étendue du monarque est beaucoup plus importante. Donc, c'est une très bonne question. Je vous réponds sous toute réserve. Je dirais la Montérégie et le sud de l'Ontario. Toutefois, on en apprend davantage à chaque année. Il est possible qu'il y ait d'autres endroits où on risque de plus de les voir. En fait, on va les voir toujours s'il y a deux choses qu'on retrouve, c'est de l'asclépiade en bonne quantité et des plantes nectarifères, donc des fleurs riches en nectar. Si on a ces deux éléments-là, on va voir du monarque, c'est certain. Merci. Deuxième question. Est-ce que l'asclépiade est également la plante hôte du monarque aux régions où il a été introduit, par exemple en Afrique du Nord, où il s'est trouvé une autre plante hôte? Non, c'est ça, exactement. C'est une très bonne question. L'asclépiade, j'en ai parlé un petit peu moins dans cette présentation-là. Je ne suis pas botaniste, mais il existe plusieurs espèces d'asclépiades. Il y en a un peu partout dans le monde. Donc, oui, où ils ont été introduits, ils ont une nouvelle plante hôte, dans le sens, c'est une nouvelle asclépiade que les asclépiades qu'on retrouve en Amérique du Nord, mais ça demeure le même genre. Ils sont quand même uniquement associés aux asclépiades pour avoir les mêmes propriétés physiques pour pouvoir se développer. Donc, c'est la même plante hôte, c'est le même grand genre des asclépiades. Est-ce qu'il y a une des asclépiades qui préfère? C'est une très bonne question. Oui, les scientifiques se sont posé la question. On a remarqué, du moins au Canada ou dans le nord des États-Unis, il y a deux espèces qui semblent être plus populaires. Ça a été observé lorsqu'on leur offrait, premièrement, lorsqu'on leur n'offrait pas de choix, mettons dans des expériences en laboratoire, les monarques pondaient sur toutes les espèces. Donc, s'il y avait seulement qu'une espèce d'asclépiade, le monarque allait quand même pondre dessus. C'est en mettant des choix, donc plusieurs espèces, qu'on remarquait qu'il y avait vraiment une préférence. En général, c'est l'asclépiade commune, excusez-moi, et aussi l'asclépiade incarnate. Ça tombe bien, c'est des espèces qu'on retrouve naturellement au Québec. Et c'est ça, ça semble être des plantes préférées. En lisant d'autres documents, j'ai réalisé que c'est pas tous les monarques qui survivent en s'alimentant d'asclépiades. Des asclépiades sont très, très riches en cardinolides. Les monarques vont finir par s'intoxiquer. Et donc, il y a des espèces qui sont plus chargées en cardinolides. Donc, les monarques vont avoir tendance à les éviter par rapport à d'autres espèces parce qu'ils vont être affectés par ça. Donc, l'asclépiade commune, elle a une concentration importante, mais beaucoup moins grande que d'autres espèces d'asclépiades. Et c'est probablement pour ça que le monarque la préfère. Intéressant. On a une autre question, à savoir quelle différence y a-t-il entre le monarque, le vice-roi et la belle dame? Très bonne question. C'était volontaire que je ne voulais pas présenter tout de suite. Je vais vous en parler un peu plus dans la troisième section quand je vais comparer le monarque aux autres espèces. Les photos vont parler par elles-mêmes. En général, il y a deux critères. La taille, d'une part, le papillon monarque est un papillon assez gros, mais aussi il y a des colorations sur les ailes, excusez-moi, j'ai le terme anglais, des patterns de couleurs finalement, là, des traces sur les ailes qui sont vraiment différentes d'une espèce à l'autre. Ça va aller mieux pour vous les expliquer sur les photos que je vais vous présenter dans la deuxième section. Mais oui, on peut les confondre parce que c'est pas tous les papillons. Il y a plusieurs papillons qui sont oranges, qui ont les mêmes couleurs, et le vice-roi particulièrement ressemble énormément au monarque, mais vous allez être capable de faire la distinction quand je vais vous montrer les photos. Alessandro, tu nous as parlé des trajets migratoires des deux espèces. Est-ce que des fois ils se trompent? Ils font pour trouver leur chemin? Est-ce qu'ils se trompent? Peut-être. On ne sait pas si chaque monarque arrive à bon port. On le sait que ce n'est pas chaque monarque qui arrive à bon port, mais en général, biologiquement, ils sont adaptés pour pouvoir s'orienter pour cette grande migration-là. Ce qui a été observé, c'est en général, les papillons qui ont été observés au Québec et plus sur le côté est du continent, ils ont une orientation vers le sud-ouest de façon naturelle quand vient le temps de migrer vers le sud. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les papillons ont deux éléments
dans leur corps avec leurs antennes et leur boussole interne. Ils sont capables de s'orienter par rapport au soleil. Donc, en fonction de où le soleil se trouve dans la journée, et eux sont capables de savoir si le soleil est en début de journée ou en fin de journée, où il se trouve par rapport à eux, eh bien, ils s'orientent par rapport à lui. Ça, c'est un des premiers trucs qu'ils ont. Sinon, aussi, ils ont une boussole interne qui leur permet de s'orienter par rapport aux lignes des champs magnétiques. Donc, par exemple, on se dit, ils sont capables de s'orienter avec le soleil, c'est merveilleux, mais si c'est nuageux, est-ce que les papillons volent quand même? Eh bien, la réponse, c'est oui. Ils sont capables de ressentir les champs magnétiques et avec ça, ils vont être capables de s'amener vers le sud-ouest pour retrouver le centre du Mexique. C'est passionnant. En fait, s'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais qu'on passe à la section sur la mission Monarque. Parce que ceux qui n'étaient pas convaincus de participer, je pense que là, on commence à l'être. Mais comment fait-on? Comment fait-on pour participer à la mission Monarque? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette troisième section. Comme je vous ai dit, le programme, c'est bien simple. C'est 4 étapes. Pour réaliser une mission Monarque, c'est 4 étapes. Trouver de l'asclépiade, vérifier s'il y a du monarque, les noter vos observations et les partager. Maintenant, je vais vous montrer comment faire chacune de ces étapes-là correctement. Donc, si on peut repasser, oui, à la présentation. Donc, je résume encore les 4 étapes que je vous ai mentionnées. Trouver de l'asclépiade, vérifier s'il y a du monarque, noter vos observations et les partager. Mais avant de tout faire ça, on m'avait suggéré de vous parler de sécurité quand même, parce que c'est certain, c'est une activité très, très plaisante, sans grand danger. Toutefois, il y a des petites choses qu'on doit faire attention. Ça se peut qu'on rencontre des indésirables. Et l'un de ces indésirables, c'est cette petite bestiole ici, qui est la tique à pattes noires. Et la raison pourquoi on veut bien la connaître et comprendre pourquoi elle est dangereuse pour nous, eh bien, c'est parce qu'elle représente un danger pour la maladie de Lyme. Là, je ne veux pas rentrer trop en détail par rapport à ça, ça prendrait trop de temps, c'est fascinant comme système, mais sachez que c'est quelque chose qu'on observait uniquement dans le nord des États-Unis et avec les changements climatiques, de plus en plus, des cas de transmission de maladies de Lyme est de plus en plus fréquent, malheureusement, au Québec. C'est pour ça que je vous réfère au site de l'INSPQ, où on a une carte assez incroyable, où on a les risques de contagion ou les risques de contracter la maladie si on est en contact avec une tique qui, elle, a aussi la maladie de Lyme. Donc, c'est un système complexe. C'est pas parce que vous rencontrez une tique sur vous que vous avez attrapé la maladie. C'est super bien détaillé sur ce site-là. C'est vraiment si la tique, elle, est infectée et qui s'accroche après vous pendant une longue durée de temps, il y a un risque qu'elle vous transmette la maladie de Lyme. Non seulement le site explique les sites où vous risquez d'être en contact avec des tiques infectées, mais il y a toutes les étapes aussi pour bien savoir quoi faire si on a une tique sur nous, s'il y a une tique qui nous a piqué et quoi faire par la suite. Donc, je vous encourage vraiment de vous référer à ce site-là. C'est écrit par des experts du domaine médical concernant la maladie de Lyme. Toutefois, il n'y a rien de mieux que de se protéger avant d'affronter un problème. Hein. Mieux vaut prévenir que guérir. Et moi, c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. Quoi faire pour prévenir? C'est assez simple. C'est tout simplement de porter des pantalons longs et des chaussures fermées. Généralement, lorsqu'on est dans des milieux relativement sauvages, avec de l'herbe haute, où on risque de rencontrer potentiellement la tique à pattes noires, comme je vous dis, c'est majoritairement dans le sud du Québec encore qu'on a ça, quoique il y a des mentions un petit peu plus haut. Ben, c'est juste de toujours faire attention à avoir des chandails longs, des pantalons longs et des souliers fermés. Et si jamais on se prend l'envie de faire des missions et qu'on était en sandales, eh bien, c'est tout simplement de bien s'inspecter par la suite et d'avoir, si on a quelqu'un pour nous aider à nous inspecter, c'est mieux parce que parfois les tiques vont se loger à des endroits assez particuliers, par exemple les plis des bras, des genoux. C'est là qu'ils vont aller s'accrocher parce que c'est là normalement qu'ils se font moins délogés. Donc, il faut bien s'inspecter puis potentiellement avoir quelqu'un avec nous si on a arpenté des milieux sans protection nécessaire. Puis comme je vous dis, avec les jeunes enfants, comme j'en parle avec les professeurs qui veulent faire cette formation-là, une façon de bien faire aussi, si on veut vraiment courir aucun risque, c'est de rester dans les sentiers. Il y a de l'asclépiade qui va pousser en bordure de sentier, ça je vous le garantis, donc vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le bois. De toute façon, dans le bois, il n'y en a pas tant que ça. C'est vraiment plus dans des milieux ouverts, mais pour éviter de se promener dans les hautes herbes, si on reste dans les sentiers, on va être quand même capable de faire des observations sans courir de risque de rencontrer des tiques. Mais comme je vous dis, si on est bien préparé, on fait bien attention, le risque est amplement réduit.
Il y a un autre indésirable qu'on risque de rencontrer et cette fois-ci, ce n'est pas une tique, ce n'est pas un animal, en fait, c'est une plante. Certains la connaissent déjà, d'autres, je vous encourage à la reconnaître, c'est l'herbe à la puce. C'est pas l'herbe à peau qui, lui, cause des allergies, là, ce n'est pas ça, c'est l'herbe à la puce, c'est la plante pour laquelle la sève, elle est extrêmement urticante et on peut avoir des réactions cutanées très, très fortes si on est allergique. C'est pas tout le monde qui est sensible, mais la majorité de la population est sensible à l'herbe à la puce. Donc, faut faire attention. Ils vont parfois se retrouver dans des environnements assez similaires à ceux que l'asclépiade, des environnements similaires où l'asclépiade va pousser elle aussi. Donc, pour ça, il faut rester alerte. Comment la reconnaître? Eh bien, cette feuille-là, je pense d'aller voir mon petit pointeur ici. C'est 3 folioles. Un premier foliole ici, un deuxième foliole ici, et un troisième foliole ici. Et la manière qu'ils sont composés, les 2 folioles latéraux sont attachés directement ici à la tige. Et c'est le troisième foliole au centre, lui, un petit pédoncule ici. Donc ça, c'est très caractéristique de l'arbre à la puce. Et aussi, comme on remarque, là, le limbe et la forme de la feuille n'est pas symétrique. Là. On voit qu'il y a la nervure centrale, on a un petit limbe à gauche et un très grand limbe à droite. Ça aussi, c'est relativement caractéristique de l'arbre à la puce. Donc, comme je dis, les 3 folioles asymétriques, légèrement dentelées avec ce petit pétiole-là sur la feuille du centre, ce sont les meilleurs trucs que je peux vous donner pour la reconnaître. Mais sachez que si vous portez des pantalons longs, des souliers fermés, il y a moins de chances aussi que vous soyez en contact avec la sève et que vous ayez des réactions. Donc, toujours, c'est une bonne idée d'avoir des pantalons longs lorsqu'on se promène dans les champs. Sinon, vous pouvez aller sur le site aussi Espace pour la vie, vous tapez herbe à la puce, vous allez avoir aussi toutes des informations pour comment bien la reconnaître et quoi faire si jamais vous avez été en contact avec elle. Donc, maintenant, on sait quoi faire pour éviter d'avoir des mauvaises expériences. On peut maintenant s'amuser et réaliser un programme de sciences participatives et participer activement à Mission Monarque. Première étape, c'est trouver de l'asclépiade. Première question qu'on va se poser, c'est où je peux aller pour en trouver, donc où chercher. Donc, de façon naturelle, comme je l'ai mentionné, pour la plupart des espèces, l'asclépiade, on va la retrouver dans les milieux ouverts, dans les champs, les lisières de forêt. Il faut pas rentrer dans la forêt. C'est pour ça que cette forêt-là, je trouve très intéressante. On voit que c'est plus dense là, à l'arrière-plan. C'est pas à l'intérieur de cette forêt-là qu'on va trouver de l'asclépiade. C'est vraiment en bordure où les plants vont pouvoir croître au soleil dans un sol assez pauvre et assez sec. Mais c'est pas retrouvé uniquement en milieu naturel. Dans les milieux développés où l'humain a laissé sa trace, on va retrouver aussi beaucoup d'asclépiades. Comme je vous le montre à l'écran ici, là, à côté d'une route comme ça, là, c'est un environnement parfait pour l'asclépiade, surtout l'asclépiade commune. Ça peut être très facile pour vous de rouler en voiture. Je ne vous demande pas de regarder pendant que vous conduisez, ce ne serait pas très prudent, mais par exemple, si vous êtes passager ou passagère, vous allez pouvoir voir des camps d'asclépiades sur le bord du chemin là, à outrance. Donc, il y a aussi des chemins de fer abandonnés où on peut en retrouver énormément. Même en ville, dans certaines villes, dans certains milieux urbains, des zones qui ont été un peu délaissées, où il y a de l'herbe qui a repris son territoire, et il va y avoir fort probablement de l'asclépiade aussi qui va se trouver dans ces sites-là. Donc, dans les zones développées, on va en retrouver beaucoup aussi. Mais où je voulais aussi porter votre attention, c'est aussi dans les jardins. Donc, que ce soit des jardins personnels, des jardins à vocation horticulturale, mais aussi dans des jardins communautaires. Ça ici, c'est une photo que j'ai moi-même prise dans la prairie mellifère de Miel Montréal et du Campus 1000. J'avais été rejoindre Sarah pour parler de cette présentation-ci et j'ai pu arpenter ce beau jardin-là et voir une foule d'asclépiades sur le site. Donc, des jardins. Si vous avez même un jardin devant chez vous et que vous allez planter de l'asclépiade ou que l'asclépiade y pousse, vous pouvez faire des observations. Et c'est ça que je veux vous dire aussi. C'est une question que je reçois souvent. Ah, mais c'est dans un jardin chez moi, je sais pas si c'est vraiment pertinent de partager mes observations. Eh bien, la réponse est oui. Toute observation est extrêmement pertinente. En milieu naturel ou en milieu développé, on veut savoir où il y a de l'asclépiade et comment que le monarque occupe cette asclépiade-là. C'est comme ça qu'on va avoir des meilleurs plans de conservation ou même peut-être des meilleures suggestions à faire aux citoyens par la suite si on veut protéger le monarque et prendre s'impliquer pour offrir un meilleur habitat. Donc, toutes vos observations sont pertinentes et aussi toutes les espèces d'asclépiades. Ne boudez pas une espèce. Si vous avez une espèce ornementale, comme je vous ai dit, les espèces tropicales, c'est très, très pertinent de faire les observations et de les partager tout de même.
Donc maintenant, l'asclépiade, on a souvent des belles photos sur les sites internet, sur les sites web avec les fleurs ou les fruits, mais ça ressemble pas toujours à ça. Donc, je vous présente l'ensemble des stades. À la mi-mai, aussi, début juin, vous allez avoir des plants d'asclépiade normalement qui vont sortir de terre. Ça va être uniquement des feuilles. Bon, c'est certain, si on n'a pas l'habitude, ça peut être plus difficile, mais généralement, c'est des feuilles assez caractéristiques, plutôt larges, surtout l'asclépiade commune, larges, duveteuses, d'un vert assez vif. Et les feuilles aussi poussent de façon opposée et décussée. Ce que ça veut dire, c'est que les feuilles vont être opposées et par la suite, à un niveau à l'autre, ils vont faire une rotation de 90 degrés. Donc, c'est quelque chose d'assez caractéristique chez l'asclépiade. C'est une bonne façon de les reconnaître, même lorsqu'ils sont tout petits, tout petits, tout petits. Et aussi, je vous invite à partager vos observations. Vous êtes au début mai, mi-mai, début juin. Vous voyez de l'asclépiade, vous dites, ah, il n'y a pas encore de monarque, c'est certain. Partagez vos observations quand même. Ça nous donne de l'information sur des sites de reproduction potentielle du monarque. Donc, n'hésitez pas à partager vos observations à ce temps-là de l'année aussi. Plus la saison va avancer, bien certainement, la plante va croître, on va tomber au stade fleur. Donc ici, je vous montre les boutons floraux avant que les fleurs ouvrent et une belle ombelle une fois que le plant d'asclépiade a ouvert ses feuilles. Donc, parfois, ça arrive que les personnes pensent que ce sont les fruits de l'asclépiade parce que ça ressemble à des petites baies, mais non, c'est seulement les fleurs qui sont fermées et ça, les fleurs ouvertes. Donc, pour ce qui est de l'asclépiade commune, souvent, c'est un rose pourpre, un rose pâle aussi, là, qui va attirer notre attention. Pour les autres espèces d'asclépiades, il y a des couleurs différentes. Je vais vous montrer où aller voir pour faire la distinction plus tard des différentes espèces. Mais généralement, ce que vous allez rencontrer, c'est des asclépiades communes et ça va être ce type de fleurs-là que vous allez rencontrer. Ce qui est aussi assez typique de l'asclépiade, c'est les ombelles, là, ce qu'on appelle communément les pompons. Donc, cette petite boule-là qu'on va voir sur les plants aussi, c'est très caractéristique. Maintenant, vous allez aussi observer là, plus tard en saison, comme je dis, les fleurs, ça commence à apparaître là, fin juin, début juillet, parfois même début juin s'il fait très chaud, puis il y a beaucoup d'eau. Les fruits, ça va arriver un petit peu plus tard. Ils commencent à se former rapidement, mais ils sont très petits. Les fruits de cette grosseur-là, on va les observer un peu plus là, vers la mi-juillet, fin juillet. Et même là, les gros fruits, là, ça va être plus même au mois d'août. Et le fruit ouvert, lorsqu'il est bien séché, là, vous voyez que c'est un plant d'asclépiade qui est plus vraiment intéressant. C'est tout bien séché, mais vous allez en voir quand même. Ça s'observe en septembre et octobre même. Donc, ça, c'est tous des moments où vous pouvez faire des observations. Lorsque l'asclépiade est encore de couleur verte, vous allez pouvoir faire des observations de monarque dessus. Un petit peu plus tard, comme ça, il n'y aura plus de monarque qui va être probablement déjà retourné au Mexique. Mais si vous en voyez, puis c'est des nouveaux endroits, ou même un endroit où vous avez l'habitude d'aller visiter, vous pouvez quand même partager vos observations. Ça nous permet de savoir que les plants sont présents tout au long de l'année. Et c'est aussi des sites potentiels pour le monarque l'année suivante. Donc, à n'importe quel stade de l'asclépiade que vous allez rencontrer, je vous invite à partager vos observations. Maintenant, là, vous savez comment reconnaître l'asclépiade. Vous en avez trouvé en allant sur le terrain. Vous voulez maintenant vérifier la présence de monarque. Je vais présenter les 4 stades du monarque dans la deuxième portion de cette présentation. Maintenant, je vais m'attarder à chacun de ces stades-là pour vous donner des trucs, comment bien les reconnaître. Le premier stade, c'est le stade œuf. Donc, on peut voir ici à l'écran un œuf conique. On voit que c'est pas parfaitement rond, ça fait une petite pointe au bout, c'est légèrement conique. Il y a aussi, là, peut-être à l'écran, pour vous, c'est difficile, mais sur nos photos, sur notre site web, c'est très apparent. Il y a des stries longitudinales qui partent du bout du cône jusqu'à sa base. Et ça, c'est très caractéristique des œufs de monarque. Il n'y a pas d'autres insectes qui occupent l'asclépiade qui ont ce type d'œuf-là. Toutefois, l'asclépiade peut vous jouer des tours. Là. La photo suivante vous le montre. Je vous ai parlé du latex. Ça arrive parfois qu'une fois qu'un insecte s'est alimenté, par exemple, du plant d'asclépiade, qu'il y a une petite goutte de latex qui se forme, eh bien, il faut faire la distinction entre le latex et l'œuf. Le latex, bien certainement, n'a pas tout le temps la même forme et ça n'a pas un aspect conique avec des stries. Donc, il faut faire la distinction entre les œufs et entre les gouttes d'asclépiade. Si on a un peu de difficulté et on ne veut pas se tromper, la meilleure façon de procéder, c'est avec une loupe. De très près, on distingue très bien c'est l'œuf de la goutte de latex. Maintenant, ça c'était juste pour vous montrer là, un œuf, c'est très gros à l'écran comme ça, mais c'est assez petit en vrai. Un œuf de monarque, c'est un peu la taille du bout d'un crayon à mine. Donc on le voit à côté d'un doigt ici, là, ça a à peu près cette forme-là.
La photo est plaisante, on permet de le voir, c'est sur le dessus de la feuille, mais généralement, les œufs vont se trouver sous les feuilles lorsque vous faites des missions. Mais les œufs vont aussi se retrouver ailleurs que sur les feuilles. Je vais vous en montrer un petit peu plus tard. Maintenant, avec les œufs, ils ont complété leur stade de développement. Il y a une chenille qui va sortir de l'œuf. Probablement que les chenilles qui attirent votre attention, ce sont les chenilles qu'on retrouve au bas de l'écran, à la droite, là, des grosses chenilles avec des belles couleurs noires, jaunes et blanches. Et aussi, on peut observer là, leur filament caractéristique là, ici. On en retrouve là, chez les stades plus avancés, là, au deuxième segment thoracique et au dernier segment abdominal ici au bout de la chenille. C'est assez caractéristique. Mais en haut, c'est pas juste une photo de feuille que j'ai mis là, c'est aussi une photo de larve. On voit la chenille là, qui est tout petite, tout petite, tout petite. C'est le premier stade larvaire des monarques. C'est là que la chenille, elle, va s'alimenter. Son premier repas, c'est toujours son chorion, donc la coquille de son œuf. Et par la suite, elle va s'alimenter des tissus de l'asclépiade. Donc, cette chenille-là, elle est extrêmement petite, peut-être plus difficile à observer, je vous l'accorde. Elle n'a pas les mêmes caractéristiques. Elle a une capsule céphalique qui est noire ici, et on ne retrouve pas la coloration sur le reste de son corps. Mais quand même, si vous attendez quelques semaines, elle va devenir probablement une très grosse chenille que vous allez pouvoir facilement observer par la suite. Toutefois, sachez que sur l'asclépiade, il n'y a pas d'autres chenilles qui a cette apparence-là, donc il y a très peu de chances que vous vous trompez d'espèce si vous voyez une petite chenille avec une capsule céphalique noire sur le dessus des feuilles. Justement, en parlant à ne pas confondre, voici les chenilles que vous allez rencontrer qui vont peut-être vous faire penser à la chenille du monarque. Ici, la première photo, c'est bel et bien une chenille de monarque, comme je vous dis, assez dodue, jaune, noir et blanche, avec des filaments sur leur segment thoracique ici, au bout du corps et à la base du corps, à l'autre extrémité. Une chenille qui ressemble beaucoup, c'est le papillon du céleri, que vous allez rencontrer sur d'autres plantes. Donc, souvent, je reçois des commentaires disant « Oh, j'avais une chenille, c'était sur mon plan d'Annette. » Eh bien, malheureusement, il y a des très bonnes chances que ça ne soit pas une chenille de monarque parce que les chenilles de monarque se retrouvent quasiment uniquement sur les plants d'asclépiade. Je vais vous expliquer la situation tantôt où elle peut être retrouvée ailleurs, mais elle ne s'alimente que d'asclépiade. Donc, si vous voyez une chenille qui s'alimente d'une autre plante, très peu, aucune chance que ça soit du monarque. Et ici, non seulement ça, cette chenille a des couleurs assez similaires, mais ce ne sont pas des lignes jaunes qu'elle a, mais bien des points jaunes, ce qui est très différent. Et la chenille n'a pas de filament aux extrémités comme on peut retrouver chez la chenille du monarque. L'autre aussi chenille qu'on peut des fois, qu'on peut se méprendre avec le monarque, c'est l'arctide de l'asclépiade, du moins la chenille de ce papillon-là. Pourquoi on peut se mélanger? Eh bien, elle se retrouve elle aussi sur de l'asclépiade. Bon, il y a du blanc et du noir aussi, c'est orangé, non jaunâtre, les couleurs qu'on va observer. Mais la grosse caractéristique, là, la grosse différence, c'est que la chenille du monarque n'a pas de poils et celle-ci est une chenille poilue. Donc, si vous voyez une chenille sur un plan d'asclépiade qui a beaucoup de poils, ce n'est pas une chenille de monarque, c'est vraiment une chenille d'arctide, une autre espèce qu'on retrouve sur les plants d'asclépiade. Et surtout, autre chose que je voulais vous partager, l'arctide, elle, ne mange jamais l'asclépiade seule. C'est typique de son comportement. Ils vont être toujours une foule de chenilles à s'alimenter du blanc. Ce qui est aussi très rare chez les monarques. Majoritairement, lorsqu'il y a beaucoup d'asclépiades, il va y avoir seulement qu'un œuf par plan. Bon, on a des observations comme quoi on en retrouve parfois 4 à 5 chenilles, mais c'est très, très rare. On a une dizaine, voire une vingtaine de chenilles sur un plan d'asclépiade, de chenilles de monarque, je veux préciser. Si on voit une foule de chenilles velues, poilues, on a affaire à une autre espèce. Maintenant, on arrive à l'étape avant l'adulte, la chrysalide. Je vous laisse quelques instants pour profiter de cette belle photo-là. La chrysalide est vraiment majestueuse, d'un vert émeraude, et c'est pas un effet du reflet. Il y a vraiment un petit peu une ligne dorée qu'on retrouve ici sur la chrysalide. Contrairement aux autres stades où les couleurs sont très flamboyantes pour envoyer un signal d'alarme, comme quoi ils sont toxiques, la chrysalide, elle est vraiment, elle a été conçue pour se camoufler. Donc, sous les feuilles d'asclépiade, ou peu importe où ils vont s'accrocher, la couleur vert émeraude va se mélanger avec l'environnement et les petites dorures qu'on a ici, ça l'aide à refléter la lumière. Donc, pour des potentiels prédateurs qui se repèrent avec leurs yeux, eh bien, le doré va un peu les éblouir. Alors, plusieurs scientifiques ont semblé dire que ça leur procurait un avantage de camouflage plus important encore. Mais
je vous présente cette photo-là, c'est pas la seule chrysalide que vous allez voir. Ça, c'est vraiment au début, une fois que la chenille vient de la former. Mais plus que vous avancez dans le cycle de développement, eh bien, le papillon va se former. On va observer les autres couleurs typiques du papillon monarque. Là, ici, on reconnaît les ailes, donc la coloration des ailes et le pattern de couleur des ailes. Donc, ça, c'est tout juste avant que le papillon émerge. Et si vous ne me croyez pas, eh bien, j'ai une photo à l'appui. On voit tranquillement un monarque émerger de sa chrysalide avec ses ailes encore molles et qui vont prendre le temps de sécher par la suite une fois qu'elle est sortie. Donc, là, on a observé des chrysalides de différents moments de développement. Au tout début, lorsque c'est vert émeraude, et par la suite, où c'est plus foncé. Ça va vous arriver aussi parfois d'observer des chrysalides vides. C'est tout aussi important à mentionner et à observer. Ça nous intéresse beaucoup. Ils peuvent être assez facilement à observer. Mais surtout, ce que je veux prendre le temps de faire avec vous à ce moment-là, sur cette photo-là, c'est on voit qu'elle n'est pas accrochée sur de l'asclépiade. Elle n'est pas accrochée sur aucune plante du tout. Eh bien, ça, c'est typique du monarque. Parfois, il va faire sa chrysalide sur le plan d'asclépiade, mais la dernière chenille, elle ne va pas s'alimenter sur autre chose, mais elle va vagabonder un peu dans l'environnement. Donc, c'est possible que la chenille de monarque attache sa chrysalide sur une structure qui est une autre plante ou même une structure conçue par l'humain. Donc, vous pouvez être attentif quand vous allez sur le terrain et que vous observez vos plantes d'asclépiade. Si il y a des grosses chenilles, vous pouvez peut-être regarder autour. Vous allez peut-être trouver des chrysalides sur d'autres plants par la suite. C'est très intéressant de le noter aussi et de nous partager comme information. Maintenant, on arrive au stade qu'on en connaît le plus, le monarque. Et c'est là que je vais répondre à une question aussi qui a été posée plus tôt dans le deuxième bloc. Là, on observe les deux adultes. Ça, c'est des monarques. La photo du dessus et la photo du dessous. Toutefois, ce ne sont pas le même sexe. Donc, on voit que parmi les monarques mâles ou femelles, on a quand même le orange avec les nervures noires et les points blancs aux extrémités des ailes. Toutefois, il y a des trucs pour les distinguer. Quelque chose qui est assez évident lorsqu'ils sont posés, c'est les androconies. Bon, je vais enlever mon petit curseur pour que vous le voyez bien. Les androconies, c'est des amas d'écailles, parce que la coloration des ailes des papillons, c'est les écailles, en fait, qui sont sur les ailes. Et ces petites masses noires-là, ça joue un rôle pour la libération de phéromones. C'est vestigial chez le monarque. Là. Ils ont malheureusement plus de phéromones qu'ils produisent, mais dans ce groupe-là de papillons, il y a encore ces traces-là de cellules modifiées, d'écailles modifiées pour libérer des phéromones. Donc ça, c'est uniquement les mâles qui arborent ça. Sinon, un autre truc aussi pour les distinguer, les femelles, comme vous allez peut-être remarquer, elles ont l'air plus foncées parce que leurs nervures sont beaucoup plus grosses et beaucoup plus importantes, beaucoup plus foncées. Donc, c'est la façon qu'on distingue les deux. Mais là, je vous présente quelque chose de différent. Ce ne sont pas des monarques les deux. Il y en a un des deux papillons que je vous présente à l'écran qui est un monarque. Bon, sans surprise, c'est lui que je vous ai présenté à la diapo précédente. Ce petit papillon-là ici semble être très similaire, mais il est différent et je vais vous montrer comment. C'est le vice-roi qu'on a demandé tantôt à l'écran. Il y a deux éléments qui font que le vice-roi est très différent. Il y a cette nervure-là. Sur les ailes postérieures, on voit qu'il y a une nervure qui traverse l'ensemble des autres nervures de l'aile postérieure, alors que sur le monarque, on n'a pas cette nervure transversale qui traverse l'ensemble des nervures. Donc ça, c'est très, très caractéristique du vice-roi. Sinon, pour les personnes qui vont développer l'œil avec le temps à force de faire des observations, il est beaucoup plus petit que le monarque. En général, lorsqu'on voit un monarque, on fait un petit peu le saut. C'est un papillon qui a une envergure d'aile d'à peu près 10 cm, alors que le vice-roi, lui, est entre 6 et 7 cm. Donc, la nervure est caractéristique du vice-roi et aussi il est beaucoup plus petit que le monarque. Tantôt, on a aussi parlé d'une autre espèce qui est la belle dame. Excusez-moi, comme on voit à l'écran ici, on voit aussi la belle dame. Il y a aussi des vulcains qui peuvent bien ressembler. Le papillon tigré du Canada qui est assez commun. Dans le sud du Québec, je dis même sud du Québec, en Mauricie, on en voit aussi en très, très grande quantité. Ils peuvent un petit peu lui ressembler, mais en général, ils n'ont pas la même coloration, ils n'ont pas les mêmes nervures foncées comme le monarque. Rapidement, des fois, ça peut porter à confusion, mais lorsqu'on a des photos et qu'on les compare côte à côte, on voit quand même très bien la différence. Et ça, ces photos-là, c'est pris d'un guide
qu'on a produit et qu'on a déposé sur notre site web. Vous pouvez le télécharger, ça s'appelle « À ne pas confondre » et on voit très bien le monarque à côté de ces autres papillons-là. Bien certainement, ils sont oranges aussi, mais la coloration des ailes, la coloration du corps est totalement différente, ce qui fait qu'on peut avoir des trucs pour bien les distinguer. Et surtout, pour la plupart de ces papillons, peut-être mis à part le papillon tigré du Canada qui a aussi une bonne envergure d'aile, l'ensemble de ces papillons-là sont beaucoup plus petits que le monarque. Donc là, maintenant, je vous ai parlé de tous les stades de l'œuf, en passant par les chenilles, la chrysalide et les papillons adultes. Vous savez les reconnaître. Je vais vous indiquer où aller aussi tantôt si vous voulez vous outiller davantage. Maintenant, je vous donne 2-3 petits trucs pour bien faire vos observations sur le terrain. Ça, c'est une vidéo qui avait été faite. J'avais pensé le faire jouer, mais ça donnait un petit peu un mal de cœur à le regarder. Donc, je vais vous montrer les photos. Ça peut être quelque chose d'assez typique lorsqu'on fait une mission. On arrive devant un plan d'asclépiade, on voit une belle feuille d'asclépiade. Il semble avoir rien d'intéressant sur cette feuille-là. Toutefois, lorsqu'on la retourne, eh bien, coup de théâtre, il y a des observations très pertinentes à documenter. Comme on voit, là, il y a une chenille ici au bout de la feuille, là, une chenille de stade 2 qu'on observe bien, puis il y avait même un œuf de monarque aussi qui est un petit peu plus loin. Donc, lorsque vous allez sur le terrain, on encourage les personnes de retourner délicatement les feuilles et de vraiment observer toutes les surfaces du plan d'asclépiade. Si on fait juste l'observer du haut sans lui toucher, il y a des bonnes chances qu'on rate des observations, surtout des jeunes chenilles et les œufs. Donc, il faut juste faire attention. On prend délicatement une feuille, on la retourne et on peut faire notre observation par la suite sans problème. L'autre diapositive que je vous présente aussi, c'est des chenilles qui peuvent se retrouver à d'autres endroits. Même moi, souvent quand j'en parle, je réalise que je fais l'erreur, je parle souvent des feuilles, des feuilles, des feuilles, mais les chenilles vont se retrouver sur l'ensemble du plan. Et les œufs vont être déposés aussi sur l'ensemble du plan. Donc, il faut prendre le temps de regarder les fleurs, les boutons floraux. Ça se peut qu'à l'intérieur de celle-ci, il y a des chenilles. Ça se peut qu'il y ait des œufs qui ont été pondus sur ces structures-là aussi. Et même lorsqu'on a le fruit, comme on le voit à la photo ici, là, le gros fruit, la grosse gousse d'asclépiade, eh bien, il peut y avoir aussi des monarques des chenilles de monarques qui marchent là-dessus. Il peut même avoir des œufs qui sont pondus sur ces structures-là. Donc, lorsqu'on observe un plan d'asclépiade, on veut être alerte, mais il faut vraiment regarder chacune des structures qu'on va rencontrer sur ces plans-là. Donc là, maintenant, vous avez trouvé l'asclépiade, vous savez comment les identifier, vous êtes capable de reconnaître les différents stades du monarque et de les dénombrer. Eh bien, les observations qu'on a à faire se résument dans cette feuille-là ici. C'est tout simple. Ce que vous avez à faire, c'est toujours noter le lieu, la date où vous avez fait votre observation, l'heure du début, l'heure de fin. Ça nous donne une idée du temps que vous avez passé à faire vos observations. Par la suite, il y a le nombre d'asclépiades examinés. Donc, si vous êtes arrivé sur le terrain, il y avait 10 plans. Vous avez regardé ces 10 plans-là, vous le notez. Vous mettez le nombre total de chenilles que vous avez observées sur ces 10 plans-là. Donc, s'il y en avait 2 chenilles sur 3 plans, excusez-moi, mettons 2 chenilles sur 10 plans, mais là, vous mettez le nombre 2 ici, tout simplement, dans cette case-là. Pour les autres stades, là, vous pouvez aussi les mettre le nombre d'œufs, le nombre de chrysalides et aussi le nombre d'adultes. Ça, si vous en faites les observations, notez-les. On serait super heureux d'avoir vos observations. Nous, en général, toutefois, ce qui est vraiment important, c'est l'observation de chenilles. Mais on est ouvert à tout. C'est juste que parfois, on est conscient que ces stades-là peuvent être parfois un petit peu difficiles à identifier. Puis aussi, c'est que les adultes, parfois, ils vont voler à côté des vins, ils ne sont pas directement sur les plans d'asclépiade, mais si vous en observez pendant vos observations, notez-les, c'est très intéressant. Pour l'estimation de la grandeur du site aussi, c'est des choix de réponse. On peut estimer tout simplement la grosseur. Et là, je vais arrêter de jouer avec mon curseur pour vous montrer aussi la dernière case qui est l'estimation de la densité des asclépiades sur ce terrain-là. C'est encore un petit choix de réponse. C'est rien de trop scientifique, juste nous donner une petite idée. Nous, ça nous aide à savoir c'était quoi la densité lorsque vous avez fait vos missions. Petite chose que je veux faire, je veux porter notre attention, on a aussi espèce d'asclépiade. Je vous en parle en dernier, pourquoi? Parce que si on arrive sur un terrain, par exemple un jardin, et vous avez de l'asclépiade commune et vous avez aussi de l'asclépiade incarnate dans votre jardin, eh bien, c'est un formulaire par espèce d'asclépiade. Donc, si vous avez 10 asclépiades communes, vous notez vos observations faites sur ces 10 asclépiades-là. Et si vous avez une asclépiade incarnate, vous notez ce que vous avez observé sur cette asclépiade-là indépendamment. Comme ça, on fait la distinction entre les différentes espèces. Ça peut être plus riche en informations pour savoir les préférences du monarque, par exemple.
Donc là, vous avez fait vous avez noté vos observations. Il ne suffit qu'à les partager. Pour faire ça, il faut créer un compte sur notre site web. Donc, je le répète, c'est missionmonarque.org, mission-monarque.org. Vous cliquez créer un compte. On arrive à une section où on peut donner nos informations. C'est assez simple. Après ça, une fois que c'est fait, on transcrit nos données en se connectant. Vous allez avoir un identifiant, donc un nom d'utilisateur que vous allez sélectionner avec un mot de passe. Vous vous connectez par la suite et vous cliquez sur soumettre vos données. On arrive à passer à une section qui va ressembler à ça. Ça l'indique. Vous êtes de retour de mission, vous avez fait vos observations. Maintenant, cliquez sur le formulaire de mission pour partager vos données. Vous n'avez qu'à le faire et tout ce qu'il y avait sur la fiche d'observation va se retrouver sur notre page web. Maintenant, je prends le temps de vous parler un peu d'une autre section qu'on avait. Peut-être que c'est une question que vous m'auriez posée aussi plus tard. Ça arrive parfois que vous voyez des monarques comme ça dans la rue, où vous marchez, ou même vous êtes en train de conduire, puis un monarque qui passe, et vous dites, hey, j'ai cette observation-là, je veux la partager, mais j'ai pas eu le temps de faire une mission complète, j'ai pas eu le temps de vérifier s'il y avait de l'asclépiade partout. Eh bien, vous pouvez aussi partager ça. On appelle ça des données éclairs. Donc, ça ressemble un peu plus à des données comme on avait vu dans iNaturalist, c'est juste une observation ponctuelle, mais on va le prendre, on est super intéressé par ça. Donc, n'hésitez pas à le communiquer avec nous, même si vous n'avez pas eu pris le temps d'observer l'asclépiade autour. Toutefois, comme je le rappelle, le but du programme Mission Monarque, c'est de documenter les succès reproductoires. On encourage toujours les participants et participantes à compléter des missions. C'est là qu'on a le plus d'informations par rapport aux zones de reproduction du monarque. Toutefois, les données claires sont toujours très intéressantes. Je prends aussi le temps de vous mentionner que c'est là aussi dans votre profil que vous pouvez changer des informations par rapport à votre adresse courriel ou de vos mots de passe. Vous avez un contrôle même sur les données que vous avez publiées. Vous pouvez après ça les modifier si jamais vous êtes trompé, par exemple. Donc là, je vous présente à quoi ça ressemble une contribution sur notre site, un détail de Mission Monarque. Ça, c'est l'observation que j'avais réalisée au début juillet, justement dans la prairie mellifère, là, pendant que je discutais avec Sarah, je me suis aventuré un peu dans cette prairie-là et j'ai fait l'observation. Donc, on a toutes mes informations qui sont là. J'ai eu une très belle observation. J'ai vu 62 plants d'asclépiades. Malheureusement, il n'y avait pas de chenilles et pas d'adultes, mais quand même, je l'ai partagé. Et c'est ça que je veux vous dire qui est très important. Ce n'est pas parce que vous ne rencontrez pas de monarque qu'il ne faut pas partager vos données. Une observation d'asclépiade sans monarque, c'est une donnée extrêmement importante pour nous à avoir aussi. Comme on a vu comme question tantôt, cette année c'est particulier, on n'en voit pas. Eh bien, c'est important de le savoir. Si on a de l'asclépiade et on n'a pas de monarque, c'est une donnée qu'on veut savoir. Donc, vous pouvez le partager. J'en conçois que c'est un peu moins intéressant pour vous. On veut voir les chenilles, on veut voir les papillons, mais c'est important aussi de partager ces observations-là. Toutefois, comme une autre personne a posé la question, c'est-tu la partie, c'est-tu le moment plus, je vais juste remettre ma batterie, je suis désolé pour ça. Est-ce que c'est un bon moment pour faire les observations? Eh bien là, on rentre directement dans le bon moment. Bientôt, là, à la fin du mois de juillet, vous risquez d'en voir pas mal plus. Et lorsque vous partagez vos observations, vous n'êtes pas les seuls à faire ça. Là, c'est ça, c'est uniquement pour la ville de Montréal. Ça fait pas si longtemps que ça que le programme existe. Et déjà, on a une foule d'observations qui s'est faite sur l'île de Montréal. Donc, quand vous contribuez, vous contribuez avec une foule d'autres citoyens et citoyennes qui veulent aider le monarque. Et le plus qu'on en parle, le plus qu'on fait la promotion du programme, eh bien, le plus qu'on aura de données pour pouvoir en connaître davantage sur ce papillon-là. Et finalement, ça clôt ma présentation. Je vous parle aussi du Blitz international du suivi du monarque. C'est le moment où, partout en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis et au Mexique, toutes les organisations et les programmes de sciences participatives intéressés par le monarque vont faire la promotion de l'observation de monarque et l'observation d'asclépiade parce qu'on veut prendre un instantané de la présence de ce papillon-là et de cette plante haute-là dans son aire de reproduction estivale. Donc, du 24 juillet, là, ça commence ce vendredi jusqu'au 2 août. C'est 10 jours. Faites le maximum d'observations. Vous allez voir, c'est vraiment le fun et vous allez contribuer concrètement à l'avancée des connaissances sur le monarque. Ça, c'est la carte de l'année passée. On voit très bien là, que c'est assez populaire là, en Ontario et dans le sud du Québec. Là. Nous, ce qu'on veut avoir, c'est des points encore plus éclatés sur le continent américain. Donc, si vous partez en chalet, si vous faites des expéditions et que vous retrouvez des plans d'asclépiade, là, notez vos observations puis partagez-les à votre retour. Ça va être super apprécié de notre part. Et vous allez aider vous-même à protéger un papillon qui est malheureusement en voie de disparition. Donc,
Je vous remercie pour votre attention. Je sais que c'est beaucoup d'informations. Je pense qu'on est dans les temps quand même. Je reste encore disponible pour vous pour répondre à des questions. Et j'espère que ça vous a plu, cette petite formation-là, et que ça vous a donné le goût de vous amuser et de faire de la science participative avec vos amis ou avec votre famille pendant l'été. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alessandro. Merci pour ta générosité. Tu t'es vraiment engagé pour protéger la biodiversité. Et en plus, tu nous invites à te joindre. Fait que ça, c'est vraiment super. En fait, on a une question du public. On demande si le monarque de septembre est en non mature, s'il est plus petit d'envergure. C'est une très bonne question. Eh bien, non, il n'est pas plus petit d'envergure et ce serait vraiment pas avantageux pour lui parce que ce monarque-là va entreprendre un très, très grand voyage. Là, c'est la migration de plus de 4000 km. Donc, l'envergure d'elle, elle est super importante. Ces papillons-là ne sont pas plus petits. Au contraire, souvent, les papillons qui auront le plus de succès pour s'en au Mexique, c'est les papillons les plus gros. C'est pour ça qu'on a besoin d'asclépiades de qualité et de plantes nectarifères de qualité dans l'aire de reproduction pour qu'ils emmagasinent une foule d'énergie pour qu'ils soient le plus gros possible lorsqu'ils vont entreprendre cette grande migration-là. Donc, non, les papillons de septembre vont être tout aussi gros que les autres papillons. Moi, on te remercie pour l'éducation. Moi, j'avais une question à savoir, bon, lorsqu'on n'est pas biologiste puis qu'on n'a pas encore nécessairement développé notre œil, mais on peut contribuer à prendre des photos comme au premier stade, comme tu nous as invités, mais qu'on n'est pas certain là, que c'est la bonne affaire. Est-ce qu'on partage quand même nos données? Comment ça fonctionne? Oui, c'est une très bonne question. J'oublie toujours de le mentionner parce qu'on c'est pas obligatoire de le faire, mais c'est vrai que c'est encouragé de plus en plus. Là. On travaille pour développer une application téléphone mobile pour qu'on puisse le faire plus aisément. Si jamais vous avez des doutes, prenez des photos, vous pouvez les déposer sur le site web. Nous, comme ça, on va les observer. Moi, je suis pour l'instant la personne qui valide l'ensemble des données. Donc, moi, quand je vois des données, je regarde les photos et je donne des commentaires aussi aux personnes. Et vous allez avoir la confirmation que vous avez observé la bonne chose. Donc, oui, dans le doute, si vous avez le temps, si vous avez le goût, prenez une petite photo, partagez-la. Si, par exemple, vous voyez une dizaine de chenilles, une seule photo va suffire. Mais oui, ça va être suffisant pour que moi, je puisse valider ou la personne en poste pour faire ça. Ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait plus personne que moi qui fasse ça pour que ça soit trop, parce que ça va être trop compliqué. On va avoir besoin d'un système informatique pour analyser ça par soi-même. Mais pour l'instant, ça se fait encore un petit peu à la mitaine. Là, et oui, je vais vous faire un retour sur vos observations. Bon. Alors, on te remercie. Une autre personne te remercie. Merci beaucoup. Si jamais on souhaite contribuer davantage, donc oui. Là, on est convaincu, on va faire notre Blitz Mission Monarque dans les prochains 10 jours. On participe à une mission. Est-ce qu'il y a d'autres façons pour lesquelles on peut contribuer? Oui, eh bien, ce qu'on parle souvent, c'est de l'implication citoyenne. Participer à de la science participative, c'en est un. Un autre moyen qu'on peut supporter le papillon monarque, c'est de lui offrir un environnement de reproduction plus intéressant. Donc, si jamais vous avez un terrain chez vous, vous avez des plates-bandes, vous pouvez planter de l'asclépiade, planter des plantes nectarifères. Sur le site d'Espace pour la vie, le jardin botanique, il y a une liste de plantes qui sont adorées par les papillons monarques. Donc, vous pouvez vous inspirer de ces plantes-là. C'est aussi décrit en fonction de leur période de floraison. Vous allez pouvoir créer par la suite des oasis à monarques, comme c'est le cas de la prairie mellifère. Si vous faites ça, bien, c'est certain que vous aidez les papillons monarques à avoir des aires de reproduction intéressantes. Il y a ça. Il y a, comme je vous dis, participer au programme. Mais là, avec la formation que je vous ai donnée, un des plus grands cadeaux que vous pouvez faire aux monarques, c'est d'en parler à tout le monde, de promouvoir ce programme-là, de promouvoir les autres programme de sciences participatives parce que vous, en étant des citoyens engagés, vous allez aider bien certainement le monarque, mais aussi toutes les autres espèces menacées à avoir pour qu'on leur trouve des solutions par la suite avec les scientifiques. Super. Puis, en fait, pour certifier notre jardin Oasis Mission Monarque, oui. Le processus, ça consiste en quoi? C'est tout simple. Vous allez sur le site d'Espace pour la vie, c'est la section Mon Jardin. Là, la certification va commencer au mois d'août, si je ne me trompe pas. Là-dedans, vous avez un vidéo explicatif. Vous allez voir la charmante Marika Deschambault, là, qui est une collègue à moi, vous expliquer c'est quoi la certification et les étapes. Donc, il faut avoir un jardin qui est bien entamé. On le fait en nous. Pourquoi? Parce qu'on veut voir un peu le résultat de votre jardin, voir s'il y a des fleurs et tout ça.
pouvez par la suite soumettre votre candidature et vous allez être certifié si vous rencontrez les critères qui sont énumérés pour chacune des certifications. Il y a Oasis pour les monarques, mais il y a d'autres types de jardins aussi. Là. Je vous invite d'aller sur le site de Mon Jardin, Jardin botanique, pour avoir toutes les informations nécessaires pour certifier vos plates-bandes et vos jardins. Bon, mais s'il n'y a pas plus de questions... Ah, une autre question. C'est quand le dernier moment que le cocoon se développe? On avait trouvé chez nous, et le même soir, on s'est transformé sur notre balcon. Mais elle n'a pas eu la chance de devenir papillon. La chrysalide se forme. Ben, dans le fond, si je comprends bien la question, il y aurait peut-être eu une chrysalide qui s'est formée, mais malheureusement, il n'y a jamais un papillon qui s'en est sorti. Eh bien, c'est possible. Comme je vous dis, la chrysalide, elle a des moyens pour ne pas se faire observer, mais ça peut arriver qu'elle se fasse attaquer. Possible qu'en fin de saison, s'il y a des redoux assez importants, si ce soit des froids trop intenses qui auraient pu peut-être causer la mortalité de la chrysalide, c'est pas impossible. Comme je vous dis, les chrysalides, généralement, les dernières qu'on va observer, ça va être vers la fin août et début septembre, parce que normalement, comme je vous ai dit, les papillons qui émergent de ces chrysalides-là vont pas se reproduire. Ils vont tout simplement aller vers le sud-ouest pour retrouver le Mexique. Mais ça se peut peut-être qu'il y ait peut-être des petits papillons retardataires et qui vont faire leur chrysalide un petit peu plus tard en saison et qui, malheureusement, eux, ne pourront pas survivre à cette étape-là. Donc, généralement, oui, si on observe des chrysalides beaucoup plus tard, potentiellement, ils vont pas, il n'y a pas de papillon qui va émerger. C'est quand même intéressant de partager les photos et les données parce que ça nous indique que ça serait comme assez particulier que les papillons fassent des chrysalides aussi tardivement en saison. Donc, c'est une très bonne question. J'espère que ça y répond, mais ça serait des observations super pertinentes à partager pour nous. Donc, moi, j'aurais une dernière question. Tantôt, tu as parlé de mu. Tu as parlé d'une transformation complète, le monarque. Oui. Plusieurs mus avant de devenir papillon, c'est ça? Oui, exact. Est-ce que tu peux donner plus de détails? Donc, les insectes, ils ont un exosquelette. Nous, notre squelette, il est interne, donc on a de la chair autour de notre squelette. Notre squelette va croître et nos muscles vont croître aussi. Mais eux, leur squelette, leur exosquelette, il va pas croître. Donc, ils ont cette carapace-là qui, même parfois, peut nous apparaître molle, mais elle va quand même rester d'une certaine taille. Eh bien, l'intérieur des chenilles va croître, et à un moment donné, ils vont être à l'étroit, et c'est là qu'ils vont buer. C'est le même phénomène chez les lézards, par exemple, chez les reptiles, on va voir ça aussi. Donc là, une chenille qui a accumulé assez d'énergie et quand je faisais de tissu, elle va muer, elle va craquer cet exosquelette-là, elle va sortir, ça va être on va dire une cuticule, là, comme un squelette tout frais et tout mou, et qui va devoir durcir pour que la chenille par la suite continue à s'alimenter. Donc, c'est une période souvent qui est très vulnérable. Là, chez la plupart des insectes, c'est ces moments-là qui se font attaquer par d'autres prédateurs. Et le monarque, lui, même chose, il va avoir 4 mues. Donc, la petite chenille que je vous ai montrée à la photo, elle va manger jusqu'à temps qu'elle doive muer. Et après la 4e mue, cette dernière chenille-là va pas remuer comme les autres stades, elle va faire une chrysalide. C'est là qu'elle va faire la petite chrysalide couleur émeraude. Et ça va être la dernière étape avant qu'elle se transforme en papillon à l'intérieur et qu'elle émerge en tant que papillon. Okay. Je sais pas si ça répond bien à ta question. Merci. Cool. OK. Bon, mais là, je crois qu'on a abouti toutes les questions. Parfait. Encore une fois, un grand merci pour ta présence ce soir avec nous. Très bien plaisir. L'année prochaine, quand le site va être à nouveau réouvert, on pourra faire une mission monarque projet éphémère ensemble. Oui. Puis merci beaucoup à la maison d'avoir été avec nous pour ce soir. La semaine prochaine, on est de retour pour le 3e mercredi découverte. On donne rendez-vous à Miel Montréal et Sandrine Thérault, qui va nous parler de jardiner avec les abeilles, ou jardiner pour les abeilles. Donc, merci beaucoup Alessandro, merci à la maison. On se voit à toi. la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir tout le monde.